Oui, alors à tout cela, il faut ajouter des instructions préventives données à la population de Minsk, par exemple. Les enfants n'ont plus le droit de jouer dans les cours d'école et interdiction est faite à tout le monde, à tous les habitants, de ne plus boire de lait frais, de ne plus se baigner dans les rivières. Pour sa part, le savant soviétique dissident Jores Medvedev estime que la Dniepr risque un empoisonnement durable ainsi que certaines zones côtières de la mer Noire. Bref, on commence juste à mesurer l'étendue de cette catastrophe et c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité, monsieur le professeur Ramad, parce que vous êtes un spécialiste de zoologie et d'écologie. Ne regardez pas vers là, c'est plutôt vers moi qu'il faut regarder parce qu'on voit votre image dans le récepteur. Et vous avez donc, monsieur le professeur Ramad, examiné de très près tout ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui l'on peut dire que la catastrophe écologique est réelle ? Pour l'instant, nous sommes absolument dans l'incertitude des quantités de radioactivité libérées. Néanmoins, un réacteur comme celui de Tchernobyl renferme dans son cœur environ 90 tonnes d'uranium enrichi et l'équivalent de plusieurs centaines donc, de tonnes de bombes atomiques type Hiroshima en ce qui concerne les produits de fission. Normalement, cela aurait dû être confiné, mais il n'y a pas, paraît-il, d'enceinte de confinement à ce réacteur. De sorte que si on a la configuration maximale d'accident, c'est-à-dire fusion totale du cœur, une quantité très considérable de produits de fission est susceptible de se répandre dans l'environnement. Est-ce que l'information que j'ai donnée concernant la population de Minsk, pour vous, est un indicateur ? Cela prouve sans doute qu'effectivement les pertes sous forme gazeuse, vapeur d'eau et surtout iode radioactif ont été très sensibles. Il faut savoir que l'iode en effet est un composé qui naturellement s'accumule très rapidement dans la thyroïde. En quelques heures, 80% d'une dose absorbée se retrouve dans la thyroïde. Et c'est en cela que le risque dans un premier temps est très considérable. Vous avez déjà eu des contacts avec des savants soviétiques depuis cette catastrophe ou est-ce que l'information est vraiment en système de blackout ? Absolument pas, mais ce en quoi je suis très préoccupé, c'est de savoir dans quelle mesure il y a eu libération de produits de fission du cœur, type le césium-137 ou le strontium 90, qui eux peuvent s'accumuler dans les sols, passer ensuite dans les chaînes alimentaires, entre autres dans les productions agricoles et ensuite dans les productions animales. Est-ce que l'on peut considérer que cette catastrophe écologique, si c'est le cas, peut avoir des répercussions sur le monde entier, c'est-à-dire devenir quelque chose de mondial? Absolument pas, quand même, il faut relativiser l'affaire. Par exemple, il faut savoir que les niveaux de radioactivité mesurés dans les pays occidentaux sont inférieurs au maximum qui a pu être mesuré à l'époque où on faisait des essais de bombes à hydrogène dans l'atmosphère. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir? Absolument pas. Pour ce qui concerne l'Union soviétique. Ce qui est le plus préoccupant sont les conséquences en long terme, parce que, je le répète, ces produits de fission, par exemple le césium-137, est très bien fixé par les sols. Chaque gramme de sol peut retenir 6 curies de césium-137, une dose de radioactivité fabuleuse. Et alors ensuite, ces produits vont se concentrer dans la chaîne alimentaire, passant dans les plantes, passant dans les animaux domestiques qui les consommeront, et on arrive ainsi dans les viandes et dans les laits, par exemple, à des taux de césium et de strontium qui, lui, s'accumulent dans les os, alors que le sodium s'accumule dans le muscle, qui peuvent être très considérables et atteindre des seuils tels que la production agricole ne soit pas commercialisable selon les normes de radioprotection des populations. Alors, comment peut-on lutter contre cela une fois que le mal est fait? Est-ce qu'il y a des moyens de lutter? Quand il s'agit d'une contamination limitée, on peut éventuellement lutter et essayer de décontaminer. Mais quand il s'agit d'une pollution dispersée sur de vastes surfaces, même si les concentrations immédiates ne provoquent pas une irradiation mortelle ou dangereuse des gens vivant dans le voisinage, il n'empêche que le mal est fait et il faut attendre que la décroissance radioactive ait fait son travail pour que les produits radioactifs disparaissent de l'environnement. Et le césium, par exemple, a un temps de demi-vie de 30 ans ou de 32 ans, donc vous voyez à peu près le risque que cela présente. Je citerai pour terminer une dernière référence. Oui. L'atoll des Niuetok, où les Américains ont fait leurs tests d'engins nucléaires dans les années 50, est aujourd'hui encore à moitié inhabitable par suite de la radioactivité résiduelle, c'est-à-dire près de 40 ans après. Je vous remercie, monsieur le professeur Ramad, de nous avoir éclairé sur cette situation. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler avec vous. Merci d'être venu.